Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. C'est parti pour le débat d'orientation budgétaire à l'hémicycle, représentants du peuple, membres du gouvernement, acteurs de la société civile et patronats vont se pencher sur l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2019. Nous irons dans l'arrière-pays où dans la région de la baie, nouvel étape vient d'être franchi dans la réalisation du barrage hydroélectrique de Koukoussamba. Les études ont été menées, le document vient d'être validé dans le cadre de la protection de la biodiversité et le problème. Enfin, des nouvelles mesures de relance, le Centre national de vaccination, le gouvernement et ses partenaires sont en conclave pour définir une méthode plus pratique en vue d'améliorer la couverture sanitaire en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, de débat d'orientation budgétaire 2019 a ouvert ses portes ce mardi. Députés, membres du gouvernement, acteurs de la société civile et patronat débattent de l'élaboration du budget de l'État. L'exercice devrait permettre d'avoir plus de visibilité sur les dépenses publiques. Robert Sistono. Pour cette première journée consacrée au débat d'orientation budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a d'abord insisté sur le sens des échanges en prélude au projet de loi des finances initial 2020 avant d'exhorter les députés à plus de sérénité dans les débats. Le débat d'orientation budgétaire permet d'aborder avec le secteur privé, la société civile et la représentation nationale les discussions sur les hypothèses favorables dans la construction d'un avant-projet de budget qui intègre les possibilités de concours financiers, le taux de pression fiscale, les bases de tarification, les niveaux de subvention et toute autre information relative à la structure et à la gestion de la dette. Voudrais-je vous exhorter à plus de patriotisme et à plus de dépassement dans la résolution de nos problèmes pour lesquels nous avons une petite partie des solutions à apporter demain. Après le rapport du ministre du Budget sur les différentes projections budgétaires, la société civile dans son ensemble a fait de pertinentes recommandations. On demande et on exige la justice budgétaire, c'est-à-dire que le plus gros montant soit alloué à la périphérie de la Guinée, où vivent l'essentiel de la majeure partie de nos populations, que la majeure partie du budget soit allouée à la lutte contre la pauvreté, parce que plus de 55% de la population est pauvre. De son côté, le secteur privé est allé dans les moindres détails pour attirer l'attention des députés et les ministres sur les défis à relever afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. En ce qui concerne le secteur privé, il s'agit de poser les bases d'une croissance soutenue, d'un développement économique dans le cadre de l'amélioration générale du climat des affaires. Parce que le gouvernement ne peut pas créer d'emplois. Le gouvernement ne peut pas créer de croissance. Il peut créer les conditions d'une croissance. Il peut créer les meilleures conditions pour améliorer l'employabilité des jeunes. Et c'est ce que nous avons exprimé aujourd'hui. Ce sont plusieurs questions relatives à la faiblesse de la subvention au secteur de l'éducation, de la santé, de la gestion de l'environnement et de la lutte contre la corruption qui ont été posées par les honorables députés. Des questions auxquelles le ministre du Budget a apporté des éléments de réponse. Ces préoccupations sont bien notées. Elles vont être déclinées dans les lois des finances de 2020, 2021 et 2022. Nous n'avons donné qu'un cadrage à moyen terme. Mais les préoccupations sont des questions qui vont être débattues dans les prochaines lois de finances. Ces questions de fonds feront aussi l'objet de débats lors de la seconde journée des travaux d'orientation budgétaire. C'est devenu un rituel dans le secteur. Le repos biologique dans les eaux maritimes guinéennes est en vigueur depuis ce lundi. Ainsi, toutes les activités de la pêche industrielle sont interdites jusqu'au 31 août 2019. La mesure vise à favoriser la reconstitution de la biomasse pour une gestion durable des ressources halieutiques. Ansoumane Toumani Kamara.
Pour la 6e année consécutive, la Guinée observe le repos biologique dans ses eaux maritimes. Du 1er juillet au 31 août 2019, le plan d'aménagement et des pêcheries prévoit l'arrêt de toutes les activités de la pêche industrielle dans la zone maritime de la ligne de base jusqu'à 60 000 marins. Cette année, la mesure a été étendue aux activités de la pêche artisanale avancée chalutière. Pendant cette période de repos biologique, le ministère des Pêches rassure de la disponibilité du poisson pour approvisionner les marchés du pays. Toutes les dispositions sont prises par mon département pour approvisionner le marché local. 1. Par le stock existant actuellement au niveau des dépôts. 2. Par la pêche artisanale. 3. Par les importations qui pourront être faites. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions avec ce volet importation. Le repos biologique en vigueur depuis 2014 est l'un des volets de la politique sectorielle du ministère des Pêches en Guinée. Aujourd'hui, grâce au repos biologique, on constate une abondance de gros poissons et une diversité de captures tout au long du littoral guinéen. Aujourd'hui, il y a une abondance de poissons et surtout de gros poissons. Nous vendons toute la variété. Avec cette abondance, nous sommes même confrontés à des difficultés de conservation de ces produits frais. À travers le renforcement de la surveillance et du contrôle maritime, le ministre des Pêches promet des sanctions exemplaires contre tout navire réfractaire. Déjà, en Afrique de l'Ouest, grâce au repos biologique, la Guinée est citée parmi les pays leaders dans la gestion responsable des ressources halieutiques. À l'intérieur du pays, dans le volet désenclavement des communes rurales et urbaines à Dubrika, c'est la ministre de l'Action sociale qui a procédé à la pose des premières pierres des infrastructures sociales de base dans 2 localités. Il s'agit de Ouassou et Guémétédé. La première aura bientôt son tout premier centre d'accueil et la deuxième un poste de santé. Mohamed II Kamara, Aboubakar Diaby. La joie est immense chez la population de la commune rurale de Ouassou, dans la commune urbaine de Dubrika. Cette localité à vocation agro-pastorale bénéficie des infrastructures socio-économiques de base à travers l'ANAFIC, l'Agence nationale pour le financement des collectivités. C'est la marraine de Dubrika qui procède à la pose de la première pierre d'un centre d'accueil pour les 15 647 habitants de cette localité. Mais voilà les actes qui parlent sur le terrain, avec le programme de l'ANAFIC, mais aussi ce que le président de la République a décidé pour faire le développement à la base dans les 342 collectivités. Vraiment, c'est des actes salutaires un peu partout au niveau de toutes nos collectivités. Après Ouassou, la délégation gouvernementale prend la direction du district de Guémétédé. Ici également, c'est un ouf de soulagement pour la communauté. Grâce à l'ANAFIC, elle va désormais avoir son premier poste de santé avec des équipements. Vraiment, ce n'est pas une première, mais vraiment nous remercions le gouvernement d'Alpha Condé, de professeur Alpha Condé, afin de nous doter aujourd'hui des centres de santé, parce que la communauté vit difficilement, parce qu'il faut marcher des distances, surtout les femmes enceintes, ainsi de suite. Il faut marcher, il faut aller jusqu'à Ouassou, il faut aller jusqu'à Badi, mais aujourd'hui vraiment c'est une joie pour nous. Le projet du Fonds national de développement local, piloté par l'Agence nationale pour le financement des collectivités, est en cours à travers le pays. Pour la zone de Dubrika, plusieurs districts et communes rurales vont bénéficier des fonds pour booster le développement local à la base. Des infrastructures de tout genre seront construites par des sociétés de la place pour un délai contractuel de 3 mois. Cette volonté du chef de l'État de doter les communautés locales d'infrastructures dignes de nom est pilotée par l'Agence nationale de financement des collectivités. À Sigiri, près de 6 milliards de francs guinéens sont prévus dans les localités de Naboun, Maléa et Kintinia. Le ministre des Mines a lancé les travaux de certaines infrastructures. Mohamed Lamine Kaba, Valérie Talimane, envoyé spéciaux. Faire ressentir le développement à la base, c'est le nouveau plan d'aide aux communes rurales du pays.
À Sigiri, l'ANAFIC fait déjà des heureux dans les communes rurales de Nabou, Maléa et Kintigna. En témoigne cette forte mobilisation autour du ministre Abdoulaye Magasouba dans toutes ces localités, en signe de soutien aux actions du professeur Alpha Condé et pour les poses de première pierre de plusieurs infrastructures, notamment des postes de santé et de forage. Les revenus qui ont commencé à croître, je dirais, en provenance de ce secteur, du secteur minier, l'utilisation de ces revenus-là ne pouvait qu'être destinée au développement à la base. Il a décidé, c'est une première en Afrique, et je n'en connais pas d'autres exemples ailleurs, que 15% des revenus miniers soient consacrés au développement à la base et que ces 15% soient directement transférés aux différentes communes du pays et que ces fonds financent des projets qui sont effectivement choisis par les populations, avec l'encadrement des maires bien sûr, mais par les populations à la base. Ces infrastructures viendront ainsi résoudre certaines difficultés liées surtout à l'accès aux soins de santé. Vraiment, nous sommes pressés, nous sommes contentes pour la réalisation de ce poste-là. Parce que vraiment, nous remercions le gouvernement et le président de la République. Vraiment, je suis très ravie de la construction de ce poste-là. Parce que ça va nous aider aussi à avoir beaucoup, on va recevoir beaucoup de personnes dans notre poste de santé. Parce que la plupart des gens ici vont dans notre centre de santé. Maintenant, s'il y a le poste là qui est amélioré, on peut avoir les personnels ici qui vont nous aider. Au lieu de transférer les armes, ils vont faire le travail ici. Vraiment, je suis ravie. De Nabou à Kintignan en passant par Maléa, les populations voient en ce plan gouvernemental la concrétisation d'un vieux rêve. On a prévu la construction d'un poste de santé dans le district de Balenda, à la frontière du Mali, dont les populations souffraient beaucoup d'énormes difficultés pour l'accès à la santé. Après les postes de santé, la construction d'une maison de jeunes, de salles de classe, de marchés modernes inscrits dans le plan de développement local sont également programmés. Dans l'actualité également, à Boké, les secrétaires généraux et les vice-maires des communes rurales et urbaines étaient récemment en formation. Ils apprennent les techniques de gestion des biens publics et le code des collectivités. C'est une action de gouvernement financée par le programme des Nations Unies pour le développement. Bintou Touré, Younoussa Tawel Kamara. Ils sont au total 35 premiers vice-maires et 35 secrétaires généraux de communes rurales et urbaines de la région de Boké à prendre part à cette formation. Des assises axées sur le rôle et la responsabilité des élus locaux dans le processus de décentralisation. Un processus qui passe par l'appropriation du nouveau code des collectivités, notamment la bonne gestion des montants alloués à leurs communes. Vous n'êtes pas sans savoir que monsieur le Premier ministre et ensemble avec M. le Président de la République, ont donné 2000 milliards aux collectivités. Et l'utilisation de ces 2000 milliards, il faudrait nécessairement que nous commencions d'abord par faire complètement la mentalité, n'est-ce pas, de ces nouveaux élus pour les permettre d'utiliser ces montants à bon escient. Au cours de cette formation, les élus locaux ont évoqué quelques difficultés dans la gestion des affaires. Il s'agit encore de prouver à ces hommes qui sont nouvellement introduits dans le système administratif de gestion de nos collectivités, qu'ils soient au courant de ce que l'on doit faire et de ce que l'on ne doit pas faire. Cela doit être très clair. C'est pour ça que ces ateliers ont lieu. Les premiers vice-maires et secrétaires généraux des régions de Farana, Labé et Boké sont les principaux bénéficiaires de cette formation. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. Formation encore, mais cette fois-ci pour les agents de la police de proximité. La rencontre se tient à Kindia et regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet dans toutes les régions du pays. S'approprie des doctrines de la police de proximité. Moussa Bangoura pour en savoir davantage. Au terme de 2 semaines de perfectionnement, ils sont transformés. Ces policiers deviennent des formateurs référents pour leur corps. Ces officiers et commissaires ont appris
les fondements des services de police judiciaire, de gouvernance locale, de sécurité associée au concept de police de proximité. Vous allez constater dans les prochains jours et dans certains commissariats même, on a commencé à expérimentaliser au niveau du service d'accueil. Ce service-là, c'est un service qui est chargé de recevoir, d'écouter, d'enregistrer, d'orienter et d'enregistrer les visiteurs qui viennent dans les différents commissariats. Vous allez trouver à la porte au niveau de Sentinelle, vous allez trouver quelqu'un là-bas. Eux aussi sont formés spécialement par rapport à ce domaine-là. Quand vous allez venir, ils vont vous écouter, ils vont vous recevoir, ils vont se présenter à eux. Monsieur, s'il vous plaît, la police nationale, que puis-je faire pour vous? Ils se présentent à eux, vous les expliquez votre problème. La session de formation nous a beaucoup orientés et nous permettra dans les jours à venir de démontrer que la police a changé et de démontrer que nous sommes prêts pour servir la nation et surtout servir, n'est-ce pas, la société pour laquelle nous sommes investis et pour laquelle l'État nous paye. Le renforcement du partenariat entre la police et les citoyens et les faire rechercher. La série de mises à niveau de nos agents de police va se poursuivre pour couvrir tout le pays. À nos jours, nous avons Kindia qui est couvert par la doctrine de proximité, Mamou, Labé, Sigiri et Kankan sont couverts complètement par la police de proximité. Nous sommes en train de mettre les jalons de sa pérennisation. Nous sommes très satisfaits de cette formation qui vient de se dérouler parce que nous sommes confiants et satisfaits que désormais nous avons des formateurs locaux guinéens, sur qui nous pouvons compter pour pouvoir étendre ou encore pour pouvoir pérenniser les acquis de la police de proximité dans les différentes régions administratives de la Guinée et aussi dans d'autres commissariats qui n'ont pas encore reçu la police de proximité. Le département d'État américain appuie le projet Kojinta pour une police de proximité efficace. Le ministère de la Sécurité reprendra le témoin en 2020. En déplacement, une mission du ministère de la Défense était récemment dans les unités de l'armée du pays, de l'arrière du pays, j'allais dire, conduite par l'inspecteur général des forces armées. La mission s'est rendue dans la 2e et 3e région militaire pour galvaniser le moral de la troupe. Sergent-chef Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. Dans le but d'évaluer la situation sécuritaire, opérationnelle et matérielle, cette mission du ministère de la Défense nationale fait le tour des unités de l'arrière-pays. La 2e et 3e région militaire sont passées en revue par l'inspecteur général des forces armées guinéennes, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre. Cette mission, dans un premier temps, a commencé à la 3e région militaire de Kankan, a fait un tour d'horizon sur un certain nombre de bataillons frontaliers pour évaluer la situation opérationnelle, sécuritaire, les moyens existants et les besoins de ces unités en vue de pouvoir remplir efficacement leur mission. À la 2e région aussi de l'Abbé, nous avons porté un message d'information sur les activités majeures du ministère de la Défense. Entendez activités majeures, c'est dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. La défense de l'intégrité du territoire national passe nécessairement par la sécurisation des frontières terrestres à travers une vigilance accrue. Ces forces de défense et de sécurité sont ainsi interpellées face à ce devoir régalien. Nous avons rappelé que la mission de l'armée, c'est d'assurer la sécurité aux frontières, protéger la population avec ses biens. Nous avons aussi profité pour faire un commentaire sur l'actualité et nous avons fait un rappel aux services de défense et de sécurité sur leur neutralité vis-à-vis des questions d'ordre politique, philosophique, religieux ou à caractère syndical. Et nous les avons exhortés de veiller sur le moral de la troupe. Nous avons trouvé des militaires engagés, ensuite confiants en l'institution militaire et reconnaissant des efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. En marge de cette mission d'évaluation et d'inspection, des activités de reboisement sont effectuées dans toutes les garnisons visitées. Le général de division Alpha Ousmane Diallo et sa suite ont rendu des visites de courtoisie aux notables des localités traversées.
C'est une nouvelle étape dans la réalisation prochaine du barrage de Koukountamba. Le projet devrait relever un défi majeur, protéger l'essentiel de la biodiversité de la zone. Une importante colonie de chimpanzés y vit. Une mission interministérielle vient de valider un nouveau document qui va permettre à chaque partie de connaître son rôle dans ce projet de barrage et la construction du parc du Moyen Bafinga. Sarafdine Diallo, Mamadou Alpha Baldé. La construction du barrage Koukountamba est très attendue dans la sous-région. Le projet pourrait aller un peu plus vite avec les avancées constatées dans la création du plus grand parc de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest dans le Moyen Bafinga. La construction du barrage constituait un risque pour la survie de ces primates menacés d'extinction. Aujourd'hui, ce handicap est en passe d'être surmonté. Une nouvelle étape est franchie. Je suis très ému parce que côté Koukountamba, il y aura des mesures d'accompagnement. Côté parc, il y aura des mesures d'accompagnement également. Et côté Toubal, il y a des taxes qui vont être versées au niveau de la commune, qui vont également contribuer au développement de notre chère commune. Après ces résultats, ça permettra vraiment au désenclavement d'une partie du Fouta. Donc même ça, c'est un projet phare pour le Fouta Djallon. Donc il faut saluer vraiment les initiateurs vraiment de cette mission. Dire à la population riveraine, à commencer par des 10 préfectures comprenant le bassin du fleuve Sénégal et les autres villes des autres États de l'OMVS, que bientôt, Inch'Allah, Koukountamba va démarrer positivement. Un document consensuel entre les différents acteurs évoluant sur le terrain, comme le ministère de l'Environnement, les mines et la Wild Chimpanzee Foundation, est élaboré. Beaucoup de rumeurs avaient été courues pour dire que le processus de création du parc national de Moyen Bafi devait empêcher la construction du barrage de Koukountamba. Et ces rumeurs sont infondées. C'est dans ce cadre que cette mission a été composée de ces différents partis. Nous sommes venus sur le terrain, voir les réalités, discuter pendant 4 jours âprement pour trouver un consensus, pour trouver un dialogue pacifique favorable, pour qu'il y ait non seulement la conservation de la biodiversité, mais qu'il y ait le développement au profit de nos populations. Donc l'un ne doit pas empêcher l'évolution de l'autre. Après quelques jours de travail sur le terrain, avec les communautés notamment, les résultats obtenus permettent d'espérer une cohabitation acceptable entre le barrage Koukountamba et le parc du Moyen Bafinga. Dans la zone vivent plus de 5000 primates, une exception dans la sous-région. Bientôt, la relance de la campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Autorités guinéennes, partenaires techniques et financiers échangent sur les nouvelles mesures à prendre pour réussir la couverture sanitaire. Samara Tono. Le programme Ebola Foresight de la coopération allemande prend fin en Guinée et en Sierra Leone. À l'occasion, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et sa femme ont offert cette réception pour magnifier la coopération guinéo-allemande avec les partenaires. Matthias Veltin a également saisi l'opportunité pour annoncer la fin de sa mission d'ambassadeur en République de Guinée après 3 ans au service du renforcement de la coopération entre Conakry et Berlin. Durant son séjour, plusieurs chantiers de coopération sont ouverts entre les deux pays. L'immigration clandestine est au cœur de ses préoccupations. Le diplomate allemand se prépare pour son nouveau poste au Togo avec l'espoir de voir ses projets se réaliser au bénéfice de la Guinée et de l'Allemagne. Le plus grand défi pour moi, ça reste la question de la migration. Pour moi, ça c'est la question de l'avenir pour la jeunesse de la Guinée. Pour cela, je quitte ce pays avec des sentiments, le cœur est lourd, mais je reste quand même optimiste pour le développement de ce pays.
Le développement du capital humain est une préoccupation que partagent le ministère de l'Enseignement supérieur et le PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage par la signature d'un accord de coopération à accompagner les enseignants-chercheurs en vue de lier recherche et développement. Cet accord vise aussi à trouver des stages pratiques pour les meilleurs étudiants à travers les services de cette institution onusienne. Nous voulons privilégier l'excellence. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons établi, en accord avec le ministère de la Recherche scientifique, une batterie de critères à partir desquels les meilleurs étudiants auront cette opportunité de pouvoir entrer au PNUD sous forme de stage ou d'accompagnement dans l'exécution de nos projets et programmes. Et sur la base des programmes de recherche aussi qui sont animés par ces étudiants, si ces thématiques sont concordantes avec le mandat et les obligations du PNUD, en ce moment, ils sont éligibles. Avec plus de 194 points, Mariam Touré vient d'être élue Miss Conakry 2019. Elle est diplômée en droit international et a 21 ans avec une taille d'1,72 m. Quant à Awa Kamara, elle occupe la place de première dauphine et Kadiatou Baldé sacrée deuxième dauphine. C'était au cours de la phase de présélection des candidates de la zone spéciale de Conakry. L'objectif est de promouvoir la beauté guinéenne dans le monde. Parmi les 13 candidates, 10 ont eu des notes honorables. Aujourd'hui, Miss Conakry, donc voilà, c'est une fierté. Et déjà, ça prouve que je suis en train de m'améliorer et je suis en train d'aller vers le haut. Et j'espère que je serai la Miss Guinée pour la finale. Vous l'avez compris, c'était plutôt l'actualité nationale sous forme de télégramme, les images commentées par Francis Collier. Nous revenons sur cet élément, bientôt la relance de la campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. L'autorité guinéenne, partenaires techniques et financiers échangent sur les nouvelles mesures à prendre pour réussir la couverture.